Bonjour Philippe Moiti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Des centaines de milliers d'annonces déjà déposées sur les sites spécialisés. Le phénomène de la revente des cadeaux, il n'est pas nouveau. Est-ce qu'il prend aujourd'hui une ampleur inédite? Ah oui, très clairement. Alors on mesure souvent les intentions avant et on oublie de mesurer ce qui s'est fait après. Enfin, dans une de nos enquêtes à l'Obsoco, on a mesuré que 10% des Français affirment avoir revendu un cadeau acquis lors des précédentes fêtes. Et un sondage qui vient de sortir sur les intentions et qui nous dit que 23% des Français anticipent l'idée de revendre des cadeaux. Ce qui est intéressant, plus que la valeur absolue, parce qu'entre les intentions et la réalisation, il peut y avoir un écart, c'est que la même question a été posée dans les années précédentes et c'est en forte progression. On a pris 10 points en 10 ans. 10 points en 10 ans, c'est dire que les normes sociales qui, quelque part, créent un interdit, revendre quelque chose qui a été offert, c'est quand même, sur le plan éthique, ça peut questionner. Ben cet obstacle est en train d'être levé pour beaucoup de nos concitoyens. Et on compte aussi sur la revente des cadeaux aujourd'hui pour se remettre à flot, finalement? Oui, effectivement, la même enquête interroge les gens de ce qu'ils comptent faire de l'argent qu'ils vont récupérer. Et pour beaucoup, effectivement, c'est une occasion de se remettre à flot. C'est aussi pour d'autres une opportunité de se débarrasser d'un d'un cadeau qui ne sert à rien. Dans l'enquête que nous avions réalisée, d'abord, on apprenait que en moyenne, on offre 6,5 cadeaux, ce qui fait qu'on extrapole 300 millions de cadeaux offerts. Donc, vous imaginez la masse de matériel que ça constitue. Et 29% des Français nous disaient que ils avaient reçu un cadeau dont ils ne savaient pas quoi faire, et donc qui va être gardé d'une manière inutile, éventuellement revendu, donné, jeté. Donc quelque part, il y a une forme de gaspillage lié à tout ça. Et le fait de revendre un produit qui ne sert à rien, finalement, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Philippe Moiti, vous diriez que les dépenses de cadeaux, parce qu'il est question du pouvoir d'achat des Français qui est en baisse, ça n'a échappé à personne, que ces dépenses ont augmenté ou est-ce qu'il y a un effet récession ? Alors c'est difficile parce que c'est pas terminé, oui. Donc on n'a pas encore d'enquête. Il y a des enquêtes avant, encore une fois, sur les intentions. Et alors toutes nous donnent des montants de dépenses à anticiper qui sont très différentes, mais elles convergent autour du constat que les Français annonçaient a priori des montants moins élevés que les années précédentes. Donc manifestement, la conjoncture du pouvoir d'achat est quelque chose qui ralentit les Français dans leur enthousiasme, dans l'achat de cadeaux, dans la préparation des fêtes, la décoration, les repas, etc. Tout ça est impacté. D'ailleurs, dans le monde de la grande distribution, on l'a bien constaté, les ventes de champagne, en tout cas jusqu'à les tout derniers jours, avaient du mal à décoller. Pareil pour le foie gras, tous les aliments festifs un peu chers avaient du mal à décoller. Quelque chose est en train de changer, vous diriez, Philippe Moiti. Il y a aussi l'aspect empreinte carbone. Ce n'est pas négligeable, sans être rabat-joie. Oui, nous l'avions estimé avec le cabinet Goodwill, qui nous expliquait qu'en gros, les fêtes de Noël, tout confondu, les déplacements vers la famille, le repas, et surtout les cadeaux, le gros de l'impact carbone, c'est le cadeau. Ça ferait une masse de carbone qui correspondrait à 800 fois le tour de la Terre en avion. Voilà. Bon, l'image est un peu spectaculaire, mais c'est dire que c'est pas totalement neutre. Alors, à mesure des enquêtes, on observe que les Français nous disent de plus en plus souvent avoir réduit les quantités de cadeaux. Et c'était même avant la poussée inflationniste. Ça, c'est de l'intention ou c'est réel? C'est ce qu'ils disent après coup, qu'ils achètent moins de cadeaux qu'avant. Voilà. Et à chaque fois qu'on leur pose la question, ce pourcentage augmente, si vous voulez. Donc on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose sur les cadeaux. Alors là, conjoncturellement, c'est la question du pouvoir d'achat, incontestablement. On va peut-être en reparler, mais il y a une fraction de la population qui est quand même assez durement touchée par la conjoncture. Donc clairement, ce qui marque cette période de Noël 2023, c'est la question du pouvoir d'achat. Mais il y a une petite musique de fond qui monte, c'est la prise de conscience de l'impact écologique de tout ça, et encore plus profondément, une sorte de prise de distance pour une partie de la population par rapport aux excès de l'hyperconsommation, et qui fait que on commence à ralentir parce qu'on constate que ça mène, que c'est un non-sens quelque part dans l'excès. Mais est-ce que le pouvoir d'achat prime alors sur les considérations écologiques aujourd'hui? Aujourd'hui, incontestablement. Alors, quand vous dites une fraction de la population, cela représente combien? C'est très difficile à chiffrer, mais on a quand même un vrai paradoxe aujourd'hui. L'INSEE vient de livrer ses prévisions pour l'année 2023. C'est quasiment plus une prévision puisqu'on est au bout de l'année. Le pouvoir d'achat des ménages aura augmenté cette année de 0,3%.
Voilà. Donc on a de l'inflation, on a des comportements de consommation qui témoignent de restrictions très importantes, et pour autant, on est dans un contexte de croissance du pouvoir d'achat. Alors, très limité, 0,3%, c'est vraiment 3 fois rien. Mais l'année dernière, on était à moins 0,4%. C'était en baisse, mais c'était pas non plus énorme. Alors qu'en 2021, on était à plus 2,1. Donc depuis la crise sanitaire, en gros, on est en croissance positive. Vous évoquez, Philippe Moati, les comportements des consommateurs, des Français, qui font leur achat à prix réduit lors des fameux Black Friday. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça tue les soldes qui suivent les fêtes de fin d'année? Oui, disons que les opportunités d'acheter à prix cassé sont multipliées. Et effectivement, dans ces périodes de tension sur le pouvoir d'achat, c'est tout à fait rationnel d'essayer d'acheter au moment où les prix sont barrés. Et en réalité, ce que dissimulent les chiffres globaux, c'est qu'il y a des grosses inégalités et que c'est fâcheux, mais en gros, les fractions de la population les plus touchées par la conjoncture actuelle sont les plus pauvres. Parce que la croissance du pouvoir d'achat qu'on aura en 2023, c'est imputable en réalité aux revenus du patrimoine. Et pour avoir des revenus du patrimoine, pour toucher des dividendes, pour toucher des intérêts, encore faut-il avoir un patrimoine, quoi. Si on regarde le pouvoir d'achat des salaires, par exemple, il est en baisse. Donc, en réalité, ce qui se produit actuellement, c'est qu'on a un accroissement des inégalités. Les plus pauvres subissent de plein fouet cette crise conjoncturelle. Les plus riches s'en sortent bien, la traversent honorablement, et d'autant qu'ils ont du gras. Donc, même si à la limite, ils perdaient un peu, ça serait pas un drame pour eux. Et ça vient après une crise sanitaire qui avait eu le même effet antisocial. En gros, la crise sanitaire a réduit globalement la richesse des plus pauvres et a augmenté la richesse des plus riches parce qu'ils ont beaucoup moins consommé. Ils ne sont pas partis en vacances, ils ne sont pas partis au sport d'hiver, ils ne sont pas sortis au théâtre et à l'opéra, donc ils ont fait des économies sur la consommation. Donc ils ont un stock d'épargne qui s'est constitué à ce moment-là, qui n'a pas été dépensé d'ailleurs, qui leur donne donc un matelas de sécurité. Et par ailleurs, ils sont relativement peu touchés par la vague inflationniste. Donc on a un vrai problème, une fraction de la population qui décroche. Dans nos enquêtes, on voit que 15% des Français nous disent ne pas manger comme ils aimeraient pouvoir le faire pour des raisons financières. Le fossé se creuse au moment où on se parle. Exactement. Philippe Moati, on poursuit cette discussion bien sûr dans quelques secondes. On continue à parler de pouvoir d'achat et d'inflation. Après le fil info de 8h40, c'est avec Elia Bergel. Israël fixe ses objectifs, le Hamas doit être détruit, Gaza doit être démilitarisé et déradicalisé, affirme Benyamin Netanyahou. Dans une tribune, le Premier ministre israélien promet d'intensifier l'offensive contre le Hamas. Ce conflit menace d'embraser la région. L'Iran veut faire payer Israël et accuse l'État hébreu d'avoir tué hier en Syrie un des chefs des gardiens de la révolution. Un père de famille activement recherché pour homicide volontaire avec préméditation. La police a découvert le corps d'une mère et ses 4 enfants âgés de 9 mois à 10 ans dans un appartement à Meaux hier soir en Seine-et-Marne. Aucune trace d'effraction retrouvée au domicile des victimes. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles. N'effacez pas Gérard Depardieu, le titre d'une tribune de soutien à l'acteur. Une cinquantaine de personnalités s'opposent dans le Figaro au lynchage du quotidien. Pierre Richard ou encore Carla Bruni, entre autres. Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020. Au total, une quinzaine de femmes la mettent en cause pour des violences sexuelles. Raphaël Rémy-Leleu, militante féministe et conseillère de Paris, dénonce un déni de réalité sur France Info. France Info. Le 8-30 France Info, Jean-François Aquili, Marie Bernardo. Allez, nous sommes en compagnie de Philippe Moati, économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Vous enseignez l'économie à l'Université Paris-Cité. Philippe Moati, la crise inflationniste est derrière nous, je vous le confirme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était Bruno Le Maire début novembre. L'inflation, vous diriez qu'elle impacte la consommation, toujours aujourd'hui? Est-ce que les choses sont en train de s'apaiser? Incontestablement. Là, c'est mesuré. Le dernier chiffre de l'INSEE pour le mois de novembre nous dit que l'inflation est retombée à 3,5%. On était monté au-delà de 6%. Et donc, de mois en mois, ça diminue lentement, mais sûrement. Et là, vous savez, quand on dit 3,5%, c'est en glissement annuel. Ça veut dire qu'on compare le mois de novembre 2023 au mois de novembre 2022. Une autre manière de voir l'inflation, c'est d'un mois sur l'autre. Et là, on a perdu par rapport au mois d'octobre, les prix ont baissé de 0,2%. Bon, c'est vraiment un pouillème, mais on est sur la bonne trajectoire, disons.
Et la Banque de France, qui est quand même un organisme sérieux, qui fait des prévisions, nous dit que ça va continuer, que fin 2024, on aura atteint le fameux seuil de 2%. On considère qu'il n'y a plus d'inflation lorsqu'on est à 2%. Donc s'il n'y a pas de catastrophe d'ici là, et il peut s'en produire, notamment dans le contexte géopolitique, je crois que Bruno Le Maire a raison. On est en train de sortir de cette crise inflationniste qui a eu des répercussions très fortes sur les consommateurs. Parce que, au-delà d'ailleurs de la réalité des chiffres, parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation galopante, il faut regarder la raison. L'inflation galopante, c'est pas ça. Allez voir en Argentine ce que c'est. Chez nous, c'était quand même une petite inflation. Et en fait, surtout une inflation provoquée par des déséquilibres entre l'offre et la demande sur un certain nombre de marchés de matières premières en particulier, quoi. Mais il se trouve que le secteur le plus impacté a été l'alimentaire. Et donc, sur 2 ans, les prix dans l'alimentaire ont augmenté de plus de 20%. Et ça a frappé les consommateurs. Parce que c'est des produits du quotidien, c'est extrêmement visible. Et par une sorte d'effet de halo, on a eu tendance à généraliser que tous les prix avaient flambé. L'essence aussi avait beaucoup augmenté, c'est très visible l'essence. Et puis c'est des postes budgétaires qui pèsent lourd dans le budget des plus modestes. Mais la France, Philippe Moati, moins touchée que ses voisins européens, ça a été souligné par notamment Bercy. Est-ce à dire que c'est parce qu'il a fallu financer des boucliers, des chèques Exactement. Et autres que nous allons retrouver derrière, parce que ça ne fait qu'augmenter la dette, tout ça quand même? Alors, oui, puis vous avez parfaitement raison. On a eu moins d'inflation que certains de nos voisins parce que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour nous protéger, notamment concernant l'énergie. Alors, l'État n'a plus les moyens de mener ce type de politique. Ça se paye à la sortie, ça ? Ça se paye par de la dette, ça va se payer par le fait qu'on va sortir plus lentement, peut-être que certains de nos voisins de cette dynamique inflationniste. Le bouclier sur l'électricité, par exemple, va être levé progressivement. On sait déjà qu'en février, on aura une augmentation de 10% du prix de l'électricité. La prime sur l'essence, c'est terminé, etc. Donc là, l'État se retire, le quoi qu'il en coûte est derrière nous. Et donc ça veut dire qu'on va sortir peut-être plus lentement de cette vague inflationniste. Mais enfin, la trajectoire est bonne. Je crois on a assez peu de bonnes nouvelles à mettre sur la table. Il y en a une bonne, c'est que ça sera bientôt derrière nous s'il ne se produit pas de nouvelles catastrophes. Si la crise inflationniste est effectivement derrière nous, le comportement des consommateurs, il suit tout de suite ? Il risque de mettre un petit peu de temps. D'ailleurs, il faudra bien préciser que si on revient à un niveau normal d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix vont diminuer. Ça veut dire qu'ils vont cesser d'augmenter ou vont augmenter beaucoup moins vite. Or, ce qu'attendent un peu les consommateurs, notamment dans l'alimentaire, c'est une baisse des prix. Et là, on est dans l'incertitude. Là, on est clairement dans l'incertitude. Vous savez sans doute que le gouvernement a précipité les négociations entre industriels et distributeurs pour espérer avoir des baisses de prix plus rapidement dans les magasins. Ce que l'on sait actuellement des négociations qui sont en cours, qui vont se terminer à la fin du mois de janvier, c'est que certains industriels sont arrivés avec des demandes d'augmentation de tarifs. C'est-à-dire que là où le ministère de l'économie espérait une baisse des prix, on a l'impression que dans le monde de l'industrie agroalimentaire, on traîne un peu des pieds. C'est d'autant plus dommageable qu'en amont de l'industrie, du côté de l'agriculture, pour beaucoup de matières premières agricoles, ça fait déjà un moment que les prix sont orientés les coûts sont orientés à la baisse. Donc ce qui est assez frappant quand on regarde les courbes, c'est qu'on a l'impression que dans l'industrie agroalimentaire, on a été très prompt à transférer dans ses propres prix l'augmentation du coût des matières premières, mais qu'on traîne un peu les pieds pour répercuter les baisses. Donc ces négociations en cours vont être très importantes pour savoir si on aura à partir de janvier ou février, disons, une baisse des prix dans les magasins. C'est entre les mains des industriels, très clairement, aujourd'hui du dialogue entre industriels et distributeurs. Alors, faut être tout à fait juste. À certaines matières, on continue d'augmenter. Le sucre, le lait, le cacao, tout ça continue d'augmenter. Donc il ne serait pas improbable qu'on ait encore des augmentations de prix. Mais le blé, par exemple, a vraiment chuté. Donc on devrait quand même voir, et les consommateurs devraient constater dans les magasins, de plus en plus de produits avec des prix orienté à la baisse, ce qui devrait améliorer la confiance des ménages, le moral des ménages. Vous savez, l'économie de la consommation, c'est beaucoup de psychologie. Donc là, si ça devient perceptible dans les magasins, ça devrait améliorer le moral des ménages et c'est une condition pour qu'ils ouvrent leur porte-monnaie et qu'ils dépensent davantage. Donc des nouvelles positives pour 2024. S'il n'y a pas, vous dites, de nouvelles catastrophes, nous pensions notamment, il y a eu cet événement qui était la guerre en Ukraine qui a évidemment précipité la chose. Nous parlons de consommation, Philippe Moati, une enseigne qui va mal, le groupe Casino, qui va changer de main en mars. 2 enfants ont écrit au président de la République pour sauver l'emploi de leurs parents. C'est un sujet d'émotion également, pas seulement de consommation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'il va faire Jean-Charles Naouri, le patron de Casino, le PDG, vendre ses grandes surfaces en sortie de ville, c'est ça ? Il va vendre son groupe surtout. Il va perdre le contrôle de son groupe. Ce qui n'était pas prévu dans l'accord. C'était
précipiter les ventes des grandes C'est-à-dire que chaque jour qui passe creuse la dette du groupe, donc il est urgent d'opérer le malade en quelque sorte, et donc on va couper les branches les plus déficitaires. Donc en fait, notamment les hypermarchés du groupe Casino, les hypermarchés globalement vont pas très bien, si vous voulez, mais les hypermarchés du groupe Casino allaient particulièrement mal. Et vous l'analysez comment, Philippe Moiti? C'est un problème de modèle ou de gestion? Les deux. Les deux. Sur le fond, et un problème structurel de long terme, de crise de l'hypermarché, qui est un format qui nous vient tout droit des 30 Glorieuses, qui était adapté à son époque et qui aujourd'hui est de plus en plus en porte-à-faux avec ce qu'attendent les consommateurs, quoi. Et notamment, même sur le plan des imaginaires. L'hypermarché, c'est la surabondance, donc ça a fait rêver. Aujourd'hui, ça fait plutôt fuir. Mais pour autant, c'est un format qui régresse, mais lentement, hein. Et les meilleurs s'en sortent très bien, Leclerc. Les plus mauvais, c'était Géant en particulier, donc les hyper du groupe Casino, sont les premiers à en souffrir. Donc en plus, ils ont commis des maladresses économiques de vouloir... c'est un problème financier. Il fallait absolument renflouer le groupe. Donc il fallait faire de la marge. Et pour faire de la marge, on a augmenté les prix. Mais dans l'hypermarché, augmenter les prix, ça fait perdre des clients. Et donc de temps en temps, on s'est dit, il faut récupérer les clients, on va être très agressif sur les prix. Et donc Casino, à 2 reprises, a lancé la guerre des prix dans le monde de la grande distribution. Mais une fois qu'on a perdu un client, le faire revenir, c'est pas évident. Donc voilà, le groupe Casino, dans sa dimension très grande surface, a pâti à la fois d'un déclin structurel lent mais sûr de l'hypermarché et d'erreurs stratégiques qui lui ont coûté très cher. Et menace Philippe Moiti sur le siège, Geoffroy Guichard, Saint-Étienne, 2500 salariés. Ouais. Ce modèle-là qui rappelle Manu France, il y a une menace qui pèse dessus en 2024. Oui. Mais probablement. Et Casino à Saint-Étienne, c'est très important. C'est important sur le plan économique. C'est je ne sais plus combien de milliers d'emplois. Dès qu'on sort de la gare, on voit le siège, tout neuf, superbe, etc. Et puis sur un plan symbolique, c'est une belle entreprise stéphanoise. C'était créé au 19e siècle. Donc alors, il y a des promesses de ne pas toucher au siège à Saint-Étienne, mais probablement, c'est le but d'ailleurs de ce genre de rapprochement, de faire des économies en supprimant les doublons. Donc il y aura certainement des pertes d'emplois. Et ce sera l'un des grands feuilletons industriels de cette année 2024. Absolument, et avec les recompositions qu'il y aura derrière, puisque les magasins ne vont pas être fermés, ils vont être récupérés par notamment Auchan et Intermarché. Donc on voit que la grande distribution française est encore en train de se restructurer, mais toujours dans l'entre-soi. C'est ça qui est intéressant, toujours dans l'entre-soi, ce qui retarde probablement les ajustements structurels, c'est-à-dire la réflexion de fond sur comment ce modèle qui nous vient d'une autre époque doit être aujourd'hui réinventé pour s'adapter aux considérations d'aujourd'hui. Vous avez 4 heures. Philippe Moiti, merci beaucoup, économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, professeur d'économie à l'Université Paris-Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation du 8h30 France Info ce matin.